cet ordinateur. Alors, bonjour à tout le monde. On a un petit programme aujourd'hui. D'abord, on va parler du fameux livre. Il est sorti. Hydra nous a sorti un livre qui parle du carnivore et qui en parle en français, mais aussi en italien, en espagnol et en Pour le anglais. moment, il est en anglais, en italien, et il va bientôt sortir en espagnol et en allemand. Good. Alors, qu'est-ce qui t'a pris? Je sais pas, en fait. Au début, je voulais faire un guide gratuit, en fait, pour le groupe. Hmm. Il est devenu un peu plus gros que je le pensais. Et d'ailleurs, je me suis retenu parce que sinon, il aurait fini à 1000 pages et Tu le t'es laissé. bouquin aurait été à 60 euros, quoi. Donc, il faut que j'arrête d'être bavard, là. J'ai essayé de faire un truc qui regroupe un peu tout ce que j'ai appris et compris à mon niveau, hein, sur tous les mécanismes, les hormones, etc. Finalement, un peu de ce dont on parle à chaque fois, Hmm. mais de manière dans un tout cohérent, on va dire, pour que Figé. ça permet à une personne débutante d'avoir une vision globale directe, quoi. Ce que j'aurais voulu avoir il y a 2 ans, en fait, toutes les questions stupides que je me suis posées et que j'ai posées à tout le monde, en fait, Ok. et que j'ai cherché un peu partout sur en regardant sur les vidéos de médecins, ou en te posant des questions aussi à toi, bah, ça permet aux gens d'avoir une vision plus claire, à partir de plus rapidement, d'une base plus intéressante, quoi. Il fait combien de pages? 503, je crois, en français. Ah, ah, ouais, je vois. Je le reçois demain soir. Ah C'est oui, oui, comme ça tu pourras dire ce que t'en penses. c'est officiel. Voilà. Ouais, donc le titre, c'est parce que pour ceux c'est Comprendre l'alimentation cétogène carnivore On va, d'Alexis Orok. Il est disponible sur Amazon, on va mettre le lien dans en la description, ouais. Ouais, Il faut donc, donner du temps à tout le monde. ouais, il y avait pas mal commenté en français. Il a déjà été commandé aux États-Unis et une fois au Royaume-Uni aussi. Mhm. Et j'ai quelques amis médecins aussi qui ont dit ouais, génial, super, hein. Non, Bon, écoute, j'espère pas les décevoir. c'est une super nouvelle parce que aujourd'hui, en livre carnivore, il y avait uniquement de mémoire, je crois qu'il y a celui de Saladino qui doit être traduit. Je l'ai Euh, pas vu traduit celui-là. non, il n'est Pas pas en français traduit. en tout cas. Je l'ai vu en D'accord, polonais, d'accord. mais Donc, bon, Non, ça va pas il n'est trop pas m'aider. traduit. Il n'est pas traduit, je confirme. il n'est pas traduit. Donc, Non, qu'est-ce qu'il y a de traduit alors? Là, il y a rien rien. en fait. C'est ça le problème. Il n'y a rien du tout? Rien, parce que Ouais. Baker, il n'est pas traduit non plus. Alors, Baker, c'est Stéphane qui est un des membres du groupe qui a les droits pour la version française. Donc, on l'attend. On l'attend. Si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui peut arriver d'ici 6 mois. Cool. Ouais. Mais donc, du coup, on manquait un petit peu de livre de référence. Donc, un bon livre de 500 pages par quelqu'un qui a bien fait le boulot, qui est bien allé chercher toutes les questions que se posent les gens. C'est vraiment une très très bonne idée. J'étais en train d'en écrire un et tu vois, je vais regarder le tien avec attention, notamment pour savoir si j'ai vraiment besoin de continuer à me, à me, à me prendre du temps là-dessus. Bah, après, je pense que ça serait intéressant aussi parce que je pense que tu as une vision totalement différente et il y a plein de trucs que tu maîtrises 10 fois mieux que moi, quoi. Ouais. Mais je dirais même beaucoup de trucs. Tu, tu Ouais, tu surestimes. sais, moi je suis au rat, moi. Ouais. Ouais, je suis. Non, je pense que je m'attends à me retrouver face au truc de bon, bah c'est bon, non, tout est dit. Moi, qu'est-ce que je vais rajouter? Pas grand-chose, donc. Après, j'essaie quand même. En fait, quand tu regardes le sommaire, est-ce que si tu vois, tu peux avoir une prévisualisation sur Amazon, où tu vois le sommaire. Mm, Tu te dis qu'il y a pas mal de choses, mais en fait, il y a vachement plus parce que ça, c'est le sommaire simplifié. À la fin du livre, tu as le sommaire détaillé qui fait genre 9 pages ou mhm. plus même. Il fait vachement de pages et il y a, par exemple, tu vois, approche hormonale. Mais en fait, dans l'approche hormonale, tu as plein de trucs en fait. C'est dingue. Good. Donc, le problème, c'est que j'essaie de reprendre toutes les questions qu'on m'a posées, parce que toutes les Mm. personnes sceptiques, toutes les questions que je me suis posées, et des fois sous plusieurs angles de vue différentes, et essayer de répondre à tout ça de manière cohérente pour pas, et que ce soit accessible. C'est pas facile. J'espère que j'ai rien oublié. Je pense que j'en ai oublié pas mal, Ouais, mais c'est il y a- parfait. Il fallait qu'on ait et ça. je pense Et que ça permet de répondre à au moins à 90% des questions que se posent les gens. Il y en aura toujours 10%, mais grâce à toi, on l'a, donc c'est super. Bravo et merci. merci à toi. Alors, J'en profite pour glisser, Jean-Christophe, qu'on attend ton livre quand même, hein.
Ben, Ne j'étais en crois pas que tu vas te défiler comme ça, Oui, hein. oui, hein. Parce que là, je sais pas, je le sens mal. Tout d'un coup, j'étais en train de me dire, mais en fait, Non, 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 il non, m'a non, fait parce Non, que non, pareil. parce que non, tu auras une vision, faut une façon de faire diversifier totalement la différente, hein. demande. Oui, Mais voilà, oui, puis faut faut augmenter. diversifier la demande pour pouvoir toucher plus de gens possible. Mhm. Donc, au contraire, faut qu'il y ait un maximum de personnes Ton qui approche sera écrivent et qui forcément parlent de différente ça. de la mienne, donc ça va forcément rajouter quelque chose. Bon, alors, Exactement. ça tombe bien que Sophie fasse le malin, puisque... Donc c'est trop facile, c'est La trop maline, facile. s'il te plaît, la maline. C'est trop facile, Jean-Christophe. Non, non. Alors, comme Sophie a fait la maline, on va parler de l'article le dernier que tu as écrit sur les huiles végétales. Tu veux nous Si. en parler deux mots? Bah, je sais pas tout compte fait. Sucre et Non, huile végétale, j'- faut-il vraiment en consommer? si, eh ben, c'est un article super intéressant que je vous conseille de lire parce qu'on apprend plein de trucs. Mais Ça va? je, je m'en doute. Non, pour de vrai. Je me suis basée sur un article de Paul Mason Mhm. et c'est dedans, il parle beaucoup du stress oxydatif. Moi, ça m'a éclairé. C'est des notions que j'avais déjà abordées dans l'article avec Florence Dufournet, mais Mhm. qui restaient pas forcément super claires dans le sens où concrètement, c'était pas forcément imagé pour moi. Et en fait, d'avoir cet angle de vue avec Paul Mason, oui, si, Paul Mason, j'allais Mhm. dire Saladino. Mhm. Paul Mason, du coup, ça, pour moi, ça a éclairci. Et dedans, en fait, il parle, c'est plus centré. Quelque part, le fil conducteur, c'est un peu le stress oxydatif. Et il parle, en fait, de la consommation du sucre, glucose, aussi les huiles végétales. Et en fait, après, dans l'article, il parle de l'enjeu par rapport au marketing, tout le marketing qui est fait par rapport à ça. Et la dernière partie, c'est sur l'utilisation des sols et l'agriculture en fait. Et je trouve que du coup c'est un article qui est vachement complet parce que en fait il y a une chronologie et il aborde plein de sujets que j'ai trouvé super intéressants. Donc j'ai essayé de faire au mieux pour retranscrire un peu le fil conducteur du truc, mais je trouve que ça fait pour moi, dans ma clarté à moi, ça fait une belle synthèse. Voilà. Écoute, Paul Mason fait partie de mes héros personnels. Je comprends. Parce que d'abord, j'aime beaucoup son esprit, c'est-à-dire c'est un médecin qui va chercher des sources pour sa réflexion, qui va chercher des études, mais qui va aller chercher au-delà de PubMed. C'est-à-dire qu'il va chercher dans des articles antérieurs à 96, qui est le moment où on a tout mis, qui est le moment où on a mis tous les articles en ligne. Et donc, il trouve à chaque fois des articles qui sont absolument fabuleux. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est qu'il s'adresse, il a pas mal de sujets qu'il a adressés les uns après les autres. Et à chaque fois, c'est éclairant, quoi. Donc, Ouais, c'est... moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il les met en lien. Tu vois, par exemple, là, il parle des huiles végétales, donc il va parler du marketing en lien avec ça, et après, il va parler de l'utilisation des sols. Et du coup, je trouve que ça permet vraiment d'avoir une perspective qui met en lien les choses. Parce que tu vois, tu vas avoir, par exemple, des articles, j'ai déjà fait un article sur les huiles végétales avec je sais plus qui, Hmm, et en fait, où il parle des huiles végétales, bon, il parle des huiles végétales. Mais là, du coup, ça te fait prendre de la hauteur. hmm, C'est-à-dire qu'il va dans le très petit parce qu'il parle des huiles végétales, mais il va jusqu'au stress oxydatif. hmm. Et en même temps, il sort de son zoom et il prend une espèce de perspective de hauteur par rapport à ça. Et il va te parler de l'utilisation des sols et en quoi c'est une aberration. Et Hmm. que, enfin, il faudrait utiliser les sols autrement et que c'est possible. Et je trouve ça Ouais. super intéressant parce que ces articles, ils sont très, ouais, ils mettent en lien les choses et je trouve que c'est pas si évident de trouver des articles qui mettent en lien les choses en fait. Oui, oui, ça enfin, comment dire, c'est le troisième point en fait que je voulais aborder sur Paul Mason, c'est que Paul Mason fait partie des organisateurs de Low Carb Down Under, qui est la principale, enfin la première grosse conférence sur le cétogène. Down Under, ça veut dire qu'ils sont en Australie. C'est comme ça que les Australiens se décrivent.
Et, euh, et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que sa réflexion est passée de cétogène à carnivore, essentiellement donc sur sur sa réflexion. C'est-à-dire qu'au début, il a commencé comme tous les cétogènes à dire attention, le sucre, le sucre, le sucre, enfin, le sucre au sens glucose. Et puis, il a réalisé qu'il y avait un problème avec les huiles végétales. Et donc, ça l'a amené naturellement vers le carnivore. Et c'est très intéressant parce que ça montre cette, euh, cette pente du cétogène qui te fait passer du cétogène au carnivore de manière assez naturelle parce que en fait le moment où tu penses que toute graisse est bonne et que tu t'aperçois qu'en fait c'est plus compliqué et ben ça se retrouve et ça explique qu'en fait parmi les piliers de Low Carb Down Under il y avait Gary Fetke qui a été agressé par un groupe de médecins qui ont essayé de lui faire perdre sa licence de médecin, ainsi que Tim Noakes en Afrique du Sud, qui a eu le même type de déboire. Et c'était à chaque fois des choses qui étaient menées par des adventistes du septième jour, qui sont des gens qui militent de manière religieuse pour l'arrêt de la viande, et qui ont compris finalement que le cétogène était un danger pour eux puisque c'était puisque le cétogène amenait tranquillement au carnivore. Donc moi, très clairement, j'ai basculé dans le carnivore. J'étais en cétogène, c'était grâce à Low Carb Down Under que j'étais en cétogène, mais j'ai basculé subitement dans le carnivore quand j'ai vu une présentation, une conférence de Paul Mason expliquant que les fibres ne servaient à rien et voire même qu'elles étaient dangereuses pour le corps. Donc je suis particulièrement sensible à cet article. Et effectivement, il a une pensée qui est très cohérente et qui s'enrichit avec le temps sur le sujet en fait des deux grands dangers dans lesquels on vit actuellement, qui sont le glucose et les huiles dites végétales, c'est-à-dire principalement les huiles de graines, mais les huiles de fruits sont juste un peu meilleures. Et encore pas Je suis tant bien que ça, parce d'accord qu'ils ont avec du ça. phytostérol aussi. Ils ont des phytostérols. Ouais. Ah, c'est pour ça que je dis que pas tant que ça. Ouais. Bah, l'huile d'olive, etc. En fait, au final, c'est pas si bon que ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Oui, il y a effectivement les huiles de coco et d'olive, elles ont des acides gras saturés en plus grande quantité que les autres, mais elles ont quand même en général des acides gras insaturés, donc ils sont susceptibles de s'oxyder et de venir abîmer le corps. Mais c'est vrai qu'elles ont tout un vrai problème, c'est qu'elles ont du phytostérol. Et c'est un autre sujet que... Je ne sais pas si parle du phytostérol dans ton article, Sophie. En fait, les gars, vous êtes en train de spoiler mon article, mais je dis rien. Mhm. Je dis rien, j'écoute Mais Moi, j'en parle non, pas mal, en tout cas, religieusement. dans mon bouquin. mais non, t'inquiète pas, les gens vont Mais aller voir ton si, article. si, non, mais il en parle. Ils vont voir ton article et qu'on met en description, parce que c'est une chose d'avoir des blaireaux qui parlent comme ça en français d'un sujet, mais c'est beaucoup mieux d'avoir l'article qui décrit dans le détail la pensée de Paul Mason sur le sujet, qui est assez clé. Si, si. Non, mais enfin, en tout cas, moi, je le cite dans l'article, Mm. mais où effectivement, il parle des huiles végétales et il met à part l'huile d'olive en disant que elle est moins pire, mais que pour autant, c'est pas une bonne huile comme on a voulu nous la vendre. Ouais, Donc voilà, en fait, il fait une espèce de classement entre gros guillemets hein, ouais, des huiles. Donc voilà, que j'ai retranscrit du coup dans l'article, mais qui est forcément une synthèse de ce qu'il dit, mais qui est une synthèse qui permet de comprendre et d'avoir quand même, enfin pour moi en tout cas, les détails dont j'avais besoin. ouais. Non, c'est super. C'est Donc super, voilà. c'est super
Et donc, on va mettre l'article dans la description aussi, puisque comme ça va permettre à tout le monde de voir ce qu'il en est. Et voilà. Et donc, on va passer au, au sujet suivant. Le sujet suivant, c'est cette vidéo de Kelly Hogan que m'a fait passer une des membres du groupe. Alors, c'est une vidéo dans laquelle Kelly fait un dialogue avec un cardiologue parce que une de ses amies proches, qui était carnivore depuis 4 ans, a eu une crise cardiaque. Donc, elle s'en est sortie. Mais évidemment, du coup, les médecins lui expliquent que ça y est, c'est à cause de ce que tu manges. Il faut que tu arrêtes tout ça. Et en plus, elle s'inquiète, légitimement. Et donc, c'est très intéressant parce que je mettrai aussi la vidéo pour ceux qui sont prêts à la regarder avec un sous-titrage français ou qui comprennent bien l'anglais. Mais le travail que fait Kelly Hogan, donc, qui est une des principales blogueuses américaines sur le carnivore, c'est une jeune femme qui a 45 ans, deux ou trois enfants, trois enfants, je crois, et qui était obèse jusqu'à 25 ans, âge auquel elle a commencé à se mettre sur du cétogène carnivore pour commencer à 35 ans dans un carnivore pur. Donc elle a 15 ans de carnivore. Et faut voir le personnage, elle est hyper énergique, très mignonne, toute sèche. Et elle a quelques photos d'elle avant, mais en fait, quand on était en obésité, on n'a pas en général des photos en permanence, quoi, hein. Mais on voit quand même, ça fait partie de ces photos où on se dit non, mais c'est pas la même. Ah si, peut-être il y a un air de famille. Et donc, Kelly Hogan anime une communauté de gens qui veulent s'améliorer. Et elle a, donc elle a à cœur, en fait, d'avoir un discours honnête. Et donc, quelqu'un qui est depuis 4 ans en carnivore, qui n'a pas de stress, qui fait de l'activité physique, qui dort. euh, Bah, c'est injuste. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, comment répondre à ces médecins qui sont persuadés que c'est à cause de son régime carnivore? Et le message, en fait, c'est le carnivore ne va pas vous rendre immortel. Le carnivore, c'est juste le régime qui fait le moins de mal à votre corps. C'est ce que j'appelle la base saine, moi. Ouais, C'est une base saine, mais ça fait ouais, pas de miracle. ouais, c'est ça, mais C'est-à-dire, si tu fumes à côté, si tu bois à côté, si tu as des problèmes génétiques à côté qui sont liés à autre chose qu'à l'alimentation, hmm, ah, ils seront toujours là de toute manière. ouais. Mais au moins, Par contre, au moins, t'as pas t'enlèves démultiplié 90% les problèmes des soucis que tu pourrais ouais, avoir. ouais. C'est ça que je vois comme ça. T'as pas démultiplié les problèmes. Exactement. Et je pense que c'est important de le voir comme ça. Euh, et, euh, et donc, en fait, dans ce dialogue avec ce médecin, euh, ce qu'il va principalement dire, avec la complexité qu'il y a à commenter le cas qui a été traité par un confrère, c'est d'abord, euh, il y avait un point d'alarme, c'était que son score calcique avait augmenté. Donc, le score calcique, c'est l'examen le plus fiable que vous pouvez faire pour mesurer votre risque cardiaque. Donc, c'est un simple scanner du cœur où on va compter sur les coronaires les points de calcium qu'on arrive à voir au scanner. Et ça donne un score. Et quand ce score est à zéro, vous avez à peu près 5% de chance sur 10 ans d'avoir enfin, en fait, ils ont mis 5%, mais c'est juste pour dire que ils ont peur de dire que c'est zéro, mais en vérité, voilà, il n'y a pas de. Légitimement, on peut être tranquille. Quand on est de mémoire à 100,
on commence à être dans une zone dangereuse. Et je crois qu'au-delà de 400, on est à 35% de chance de faire un infarctus à 10 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est un test très fiable et très ancien. Les présidents américains et les astronautes le passent de manière systématique. C'est pas systématique en France, mais par rapport aux tests d'effort, par rapport euh, qu'est-ce qu'on fait en France de classique là-dessus? Enfin, c'est bien plus fiable qu'un test d'effort et ça prend que 10 minutes et c'est un simple scanner. Donc, ça devrait être le truc qu'on fait à partir de 45 ans pour les gens à risque et probablement à partir de 50 ans pour les autres. Donc, normalement, euh, quand vous passez en carnivore, que vous avez un test calcique au départ, le simple fait que ce test n'évolue pas sur 2 ans, c'est un excellent signe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où bon, bah, ils sont là, les plaques, les hétéronomes sont là. Bon, ben voilà quoi. Oui, C'est... d'ailleurs, je me posais la question sur ça. Parce que dès que tu as des plaques de calcium, j'imagine que quand tu arrêtes d'en générer davantage, par contre, ça disparaît pas, ça reste là. Alors, c'est une bonne question. Je me suis posé la question justement pour ça. Alors, je Non, sais que quand ça commence à trop se rétrécir, le corps va créer de nouveaux vaisseaux, oui, mais je sais pas ce qui fait de oui. l'artère en question si elle est plus Tu ne endommagée en meurs pas. permanence, quoi. En général, tu ne meurs pas d'un blocage progressif parce que le corps s'adapte. En revanche, tu meurs Ouais. d'un blocage Oui, subit, par un décollement d'un coup. voilà, qui est un morceau de cette plaque qui part. Mais en fait, il Ouais. ne faut pas voir la plaque. Alors, en fait, il y a deux types de, de- de plaques, en fait. Il y a celle qui vient de caillots qui viennent s'accrocher sur la paroi et la paroi va les recouvrir d'un tissu cicatriciel et essayer de stabiliser ce caillot. Donc c'est la question de pourquoi est-ce qu'on a des bouts enfin des coagulations comme ça dans le corps. C'est une bonne question. Bah, l'huile végétale est une bonne réponse. Le Ouais, gluten ouais, je sais, ouais, est une autre bonne réponse. j'ai pas mal étudié le sujet, ouais. C'était. Hmm. Donc, ouais, et notamment toutes les formes d'instabilité, les phytostérols d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure, Alors, oui, participent à cette instabilité. alors justement, ça c'est le premier, c'est un deuxième sujet. C'est-à-dire que tu as le premier sujet qui est pourquoi est-ce qu'on a des coagulats qui viennent se fixer? Bon, maintenant ils sont là, ils sont là. Ce que fait le corps pour essayer de stabiliser ça, et pourquoi est-ce que ça va se détacher tout d'un coup? Et dans le pourquoi ça va se détacher tout d'un coup, et c'est là qu'on en revient à l'article de Sophie, eh bien, il y a une raison qui est le phytostérol qui endommage grandement le tissu cicatriciel que le corps a développé pour essayer de tenir l'atéronome à sa place. Mais dans le principe, le calcium qu'on met en place, le cholestérol qu'on met dedans, etc., tout ça a pour vocation à essayer de stabiliser un élément qui était en train de se balader. Et l'autre type d'affection est différent, mais concerne aussi les consommateurs de glucose. C'est le fait que on a l'artère, c'est un tuyau, mais avec autour une membrane épaisse dans laquelle il y a des tissus musculaires. L'artère a cette capacité à se contracter, c'est comme ça qu'on fait monter la tension artérielle, etc. Et là, ce qui peut se passer, c'est dans la dura, dans la partie qui est à l'intérieur de ces muscles, il y a donc plusieurs couches, dont une couche qui est le tissu endothélial, celui qui fait l'intérieur de la paroi de l'artère. Et donc ce tissu est là pour que le flux passe de manière fluide.
et pour que les pathogènes qui sont dans le sang en permanence ne viennent pas s'infiltrer dans la paroi et restent à distance. Et pour ça, il y a des tas de petits filaments euh, donc qui contribuent à ce que ça glisse, mais qui contribuent aussi à tenir à distance les pathogènes. Et ce sont ces tissus qui sont abîmés en premier par les acides gras oxydés et donc les huiles végétales et le glucose qui se retrouve dans le sang. Et c'est là que le glucose s'accroche et détruit une partie du tissu endothélial. Et c'est là que les produits oxydés, notamment les huiles oxydées, viennent détruire. Et en détruisant cette protection, ça permet une forme d'infection du ras, de la paroi interne de l'artère. Et on va assister à une forme de furoncle, une forme de bouton qui peut continuer à se développer et qui peut, à un moment, craquer, se libérer et faire lui aussi un coagulat qui va se bloquer quelque part. Et notez que les deux peuvent se, se compléter. Et donc, c'est intéressant parce que c'est deux formes différentes de problèmes cardiaques, en fait, mais qui ont tous les deux une origine qui est probablement autour des huiles oxydées et des glucoses. Donc, finalement, ce que dit Kelly Hogan avec avec son coach, qui est un cardiologue, c'est que euh, ça aurait dû être un signal d'alarme. Vous avez une augmentation de votre score calcique d'un examen sur l'autre. Ça ne devrait pas être. Donc, il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on identifie l'origine du problème? Et c'est là que, il note un deuxième point, qui est que elle n'a pas eu d'examen, dans ces examens, elle n'a pas eu de mesure des marqueurs d'inflammation. Et donc là, c'est un vrai sujet parce que on sait que c'est pas son stress, on sait que c'est pas sa nutrition, on sait que c'est pas son style de vie, elle fait du sport, elle va au soleil, etc. Donc il faut que ce soit quelque chose d'autre qui explique l'augmentation du calcium dans les, dans les artères. Et donc le développement qui continue des plaques artérielles. Et donc, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça peut être une inflammation chronique, une infection chronique. Donc, ça peut être lié, par exemple, ce qui est très fréquent aux États-Unis, mais qui est probablement sous-évalué en France, c'est les moisissures. Ça peut être donc certaines bactéries, ça peut être euh, euh, Alors, on a eu un petit sujet cette semaine sur les dents dévitalisées. Euh, donc, une de nos membres parlait du fait qu'elle avait 17 dents dévitalisées. Alors, je ne sais pas si on parle exactement de la même chose. Pour moi, une dent dévitalisée, c'est une dent où le dentiste a creusé et a enlevé en fait la pulpe et a essayé de tout reboucher derrière. Et ma compréhension de la chose, c'est qu'on n'arrive pas à reboucher derrière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est trop compliqué. D'abord, euh, enfin, on cherche à empêcher des bactéries de rentrer dans le corps, quoi. Donc, on est dans le domaine du très très fin, quoi. Bon, et ça, c'est une étude, donc j'avais déjà cité ça, c'est de mémoire Thomas Levy qui en parle beaucoup. Vous regarderez ses conférences sur Internet, c'est LEVY. Et
Il a fait des sujets sur la vitamine C et il a fait des sujets sur ce problème des dents dévitalisées. Et il citait une étude sur 5000 dents dévitalisées arrachées, 95% étaient remplis de pathogènes qu'on retrouvait d'ailleurs dans les plaques artérielles. C'est une étude, ça vaut ce que ça vaut. Et puis après, c'est vrai que c'est compliqué si on a 17 dents dévitalisées de toutes les enlever parce que c'est un vrai sujet, quoi. Les dents, on en a besoin, quoi, hein. Mais alors ça nous ramène d'ailleurs, hein, sur les sujets des véganes qui ont des problèmes de dents beaucoup plus que ce qui est normal d'avoir. Et je rappelle que une grande partie des problèmes de caries tiennent à des bactéries qui sont surtout des bactéries sensibles au fructose. Donc c'est vraiment le résultat du fructose, c'est la carie. Euh, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Pas grand-chose de plus. Non, mais c'est vrai, c'est déjà Ok. assez complet. Et enfin moi, je sais que pour en revenir entre l'article et ce que tu viens de dire là, Mm. ça m'a vraiment sensibilisée aux huiles végétales. Tu vois, autant j'avais entendu, enfin j'avais en tête et de toute façon j'en ai jamais vraiment pris, mais Mm. j'étais sortie du dogme que les huiles végétales et surtout l'huile de lin fallait en prendre et patati patata, mais j'avais pas mesuré la dangerosité du truc en fait. Ouais. Et du coup, de chercher, puis de, entre autres, faire des articles et de voir en fait le point de convergence. T'as les glucides, ok, mais à un même pied d'égalité, t'as vraiment ces putains d'huiles végétales, quoi. Ouais. Et ça, j'avais vraiment pas mesuré à quel point c'était toxique et à quel point c'était vraiment dangereux pour la santé, quoi. Je Ouais. me demande si c'est pas pire que le glucide, toute, euh, tout truc excessif, Mm. euh, enfin, tu vois. Oui, oui. Écoute, de fait, c'est Parce que les glucides, on a l'insuline, tu vois. Les huiles ouais. végétales, c'est vraiment un Non, non, mais c'est poison vraiment toxique, hein. Plus Ouais. je me qui est suis mis renseigné dessus, et c'est l'horreur, en fait. Ouais. non, c'est horrible, hein. C'est une aberration, ce truc-là. C'est vraiment à jeter à la poubelle dès maintenant. Faut se dire qu'il y a un siècle, on n'en consommait pas, hein. Enfin, Oui, oui. quasiment pas, il y avait rien. Oui. C'est c'est hyper récent en fait. Ouais. Ça, quand on dit parle de mes régimes méditerranéens à base de végétal, ça fait un peu rire parce que Mm. il y a deux Non, siècles, puis c'est il y avait tout ce rien, qui est hein. vendu, hein. Je veux dire, moi, on a quand même réussi à me faire acheter une petite fiole d'huile de lin parce que j'étais avec une collègue qui était enfin, nutritionniste, Mhm. mais comment ça s'appelle? Chronologique. Donc, D'accord. non. Ça Enfin, faut existe. manger certaines choses dans les heures de la journée pour Ouais, ouais. améliorer, je sais plus comment ça s'appelle La ça. Chrononutrition, hein. La chrononutrition, exactement. Ouais, c'est Mais juste, ouais. enfin, une pointure dans le domaine, un truc de taré. Et j'avais passé un week-end de conférence chez elle. Mm. Et putain, j'étais ressortie de là, j'ai dit non mais il me faut absolument de l'huile de lin, enfin ça va pas du tout. Donc je me mettais, et puis après j'ai oublié parce que c'était tellement pas mon habitude que j'ai Mm. fini par oublier. Mais Mm. dans mes salades, de mettre une cuillère à café d'huile de lin, mais il fallait que je la mette au frigo parce que nanana. Mm. Et je me dis, waouh, elle me disait, il faut que tu varies tes huiles, et puis un coup tu mets de l'huile de noix, et puis un coup. Et je dis, ah, putain, déjà c'est complexe, mais le prix des huiles, quoi. Mm. J'étais là, mais pfiou. Et maintenant, quand je vois ça, je me dis, mais heureusement que je suis pas trop tombée dedans, j'ai essayé puis j'ai oublié. Mm. Mais putain, comme c'est dangereux, quoi. C'est un truc de Et, malade. et Truc de c'est malade. vachement intéressant, hein, Sophie. Le moment où tu as une première conférence à Low Carb Down Under qui est fait par Michael Eade et qui dit non, mais en fait, les gars, c'est peut-être pas que le sucre. Bah oui, Alors, tu imagines la réaction de la salle qui bah oui, est de cétogène. Et en bah oui. fait, il leur montre que tous les chiffres d'obésité, tous les chiffres de cancer, etc., commencent avec le décollage des huiles végétales. Et bah oui. Et moi, c'est ça que ça m'a sensibilisée, en fait. J'avais pas réalisé et je trouve ça hyper flippant. Ouais, ouais, de fait, c'est salé. Bah ouais. Et Parce que Ce ça, qui est c'est marrant, c'est qu'ils vraiment, le c'est savent un depuis longtemps, en empoisonnement, fait. ça. Ils le Mais savent oui, depuis longtemps parce que t'avais
l'étude coronarienne du Minnesota, Ouais. qui devait prouver une fois pour toutes que le cholestérol et les graisses saturées c'était mal et que les huiles végétales c'était super bien. Mm. Et c'est censé valider l'étude d'observation des 7 pays là, Mm. d'Ansel Keys. Ouais. Ansel Keys était associé justement à cette étude expérimentale du coup, Mm. sur 9000 personnes. Mm. Et elle doit être publiée, je crois, en 1979. Et ils l'ont pas fait parce que ça allait pas dans leur sens. Mm. Ils ont attendu 1989 pour la publier partiellement. Mm. Ils mettaient que finalement, ils n'avaient pas trouvé de causalité avec la consommation de cholestérol et de graisses saturées pour les maladies cardiovasculaires. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, qui a été republié en 2016, on peut le trouver sur Internet, hein, Mm. euh, c'est que en augmentant les huiles végétales et en diminuant les graisses saturées et le cholestérol, et ben, ça augmentait le risque de mortalité. En fait, il y avait plus de morts Mm. pour ceux qui mangeaient plus d'huile végétale et moins de graisses saturées. En Et fait, ça, on le sait qu'en 2016, ils le savent depuis 1979. donc pour être, pour raconter plus en détail l'histoire, les chercheurs en charge de cette étude n'ont pas publié l'étude. Oui, en effet. Et ils n'ont pas publié l'étude en disant, non, en fait, les résultats sont décevants. Mais décevant, ça veut dire quoi ça, décevant? Depuis quand des résultats doivent être non décevants? Enfin, c'est étonnant. Et en fait, donc, ils étaient déçus parce que ils attendaient donc une étude qui montre que les huiles végétales étaient mieux, et ça ne leur a pas montré ça. Et donc, il y a des chercheurs qui ont contacté la famille au décès des responsables de la première étude. Ils ont accédé aux sources de l'étude Ouais, 60 000 documents. et ils ont refait ça avec en plus derrière des documents qui étaient pour certains sous forme de fiches perforées, etc., quoi, hein. Parce que Ouais, c'était des vieux trucs. c'était 19, tu vois, c'est... Dans mon bouquin, je parle de tout ça parce que je trouve ça tellement aberrant. Ah, Mais tu te dis, là, c'est vraiment de la dissimulation. Oui, c'est la Je veux dire, dissimulation. consciente, quoi. Je veux dire, Eh c'est ben, pas, on savait pas, on a testé plein de trucs, mais on n'était pas sûr. Non, là, on savait, mais on avait c'était juste rien à décevant. faire parce que ça allait pas dans notre sens. C'était décevant. Et attends, 2016, tu te rends compte le nombre de décennies? Alors, C'est, il y a eu deux études comme ça. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est que ce sont probablement en nutrition les deux études les plus incontestables parce que on n'a pas comme ça d'études qui décrivent enfin, qui sont faites avec autant de rigueur. Ce qu'on a d'habitude en nutrition, c'est des questionnaires. Qu'est-ce que ouais, vous avez les mangé études l'année dernière? d'observation. Mm. Donc, qu'est-ce que vous avez mangé l'année dernière? Et puis, on répond à des questionnaires. Et puis, bah, quand c'est une tarte aux pommes, eh ben, on met pommes. Et quand c'est un hamburger, eh ben, on met viande. Ouais, Ouais, enfin. mais justement, c'est un peu le problème parce que justement, c'est ce que j'explique aussi dedans, c'est Hmm. un questionnaire, ça peut être, en plus, ça peut être vachement truqué facilement. Hmm. Il suffit qu'on te demande quelle est ta quantité de viande que tu manges chaque jour. Ils vont faire des statistiques. Ceux qui mangent plus de viande, visiblement, ont plus de maladies cardiovasculaires. Mais à côté de ça, ils vont pas demander qu'est-ce que tu fumes, etc. Donc, une personne qui mange plus de viande, c'est peut-être une personne justement qui suit moins les recommandations alimentaires. Donc, elle aura peut-être tendance aussi à moins suivre les recommandations pour autre chose, comme elle fumera peut-être plus, elle buvra peut-être, enfin, ouais, elle Hmm. boira peut-être de l'alcool davantage. Et aussi, comment elle va manger de la viande. Parce que ceux qui mangent beaucoup de viande dans les fast-foods, c'est surtout du glucide finalement qui mangent avec. Oui. Hmm. Par exemple, il y avait une des études de l'OMS, enfin, c'est une des études qui avait servi là, pour dire que la viande était cancérigène, qui disait que la viande rouge était cancérigène. Il faut savoir que, d'ailleurs, c'était des adventistes du septième jour, il me semble, d'ailleurs, Il y avait un qui- Advent du 7e ouais, jour et ouais, c'était celle-ci, ouais. un tiers Et de viande panel et du elle lait. disait, enfin, que la viande, c'était l'une des rares qui disait que la viande, c'est vraiment cancérigène, alors que toutes les autres étaient, ouais, je suis pas trop sûr. Hmm. Et elle comptabilisait dans la viande les hot dogs et les hamburgers. Elle considérait que c'était de la viande rouge. Hmm. Sauf que le hot dog et les hamburgers, il y a presque plus de glucides qu'il y a de viande dedans. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Sans Ouais. compter les sauces et tout. Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est Ouais. pas une Et étude, avec quoi ça. elles sont cuites? Avec Oui, et quoi elles puis, sont cuites? Parce que c'est bien oui, beau voilà, si de tu parais, manger de non, mais la c'est viande, mais en fait exactement, ouais. maintenant on cuit tout à l'huile végétale. En Donc plus. le Ouais, il y a ça bénéfice en de plus. ta J'avais pas pensé viande à ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis même dans le les pain huiles lui-même. végétales, Le bah pain oui, des hot mais déjà dogs et c'est mort. des hamburgers, ils sont faits avec de l'huile, des graisses, etc. Enfin, de sucre et tout, hein.
C'est pas. Là, t'as le combo T'as- gagnant parce Ah, que les exactement. huiles végétales, elles sont utilisées tout le temps. Et là, le truc maintenant, c'est que tu mets les deux. Tu regardes par exemple les frites. Tu regardes une frite. Les glucides dans de l'huile végétale. Mais là, c'est bon, en fait. Enfin, je veux dire, enfin, Mhm. et c'est tout comme ça. Moi, je regarde là, il y a énormément de fast-food là dans le quartier où j'habite. Ça pue le graillon. C'est Mhm. que de l'huile végétale et les choses sont frites toute la journée. Et c'est bourré de glucides. Des Ouais, trucs qui font des espèces je sais pas comment ça s'appelle, là, une pâte avec de la farine, ils mettent tout dedans, la viande, les légumes, les machins, ils jettent ça dans l'huile végétale. Et ouais, tu te dis, mais enfin, c'est de la mort au ras, le truc, là. On est en train ouais. de bouffer et c'est des chaînes de magasins qui font du business là-dessus. Et puis tu regardes les gens enfin, moi, je regarde, j'observe beaucoup, mais je regarde les gens en terrasse, mais enfin, je suis triste, en fait. Ouais. C'est Et dans pathétique. tout ça, ils te diront que c'est parce qu'il y avait de la viande à l'intérieur de ce gros tas de glucides et d'huile végétale que les personnes sont tombées malades. Ouais. C'est ça, c'est la viande qui est mauvaise. Ouais, t'avais 2% de Donc viande, mais c'était à cause de ça. encore une fois, c'est insensé, c'est insensé. Tu peux pas, enfin, il y a rien pour tirer des conclusions, il y a rien. Donc, il faut aller lire l'article de Sophie sur les huiles végétales. Et après ça, en principe, vous allez jeter à la poubelle dès maintenant euh, les, euh, les bidons enfin, les bouteilles d'huile, que ce soit de lin ou autre, que vous avez malheureusement depuis longtemps, parce elles sont toxiques. Elles sont... Et puis l'huile de tournesol que tout le monde a dans la cuisine, quoi. Ah, Ah oui, oui, mais c'est terrible, hein, cette histoire d'huile végétale. Enfin, non. Mais attends, puis alors le combo du délire à la con, quoi, c'est l'isio 4. Alors là, t'as un mélange de quatre huiles toxiques pour ta santé. mais, Ma mère, elle m'a dit ça. Enfin, ma mère, non, elle m'a pas dit ça par rapport à ce que ma mère a toujours pas compris que c'était toxique. Mais ma mère, elle m'a dit, ah non, mais je prends l'isio 4 parce que comme ça, j'en ai ouais, quatre différentes pour avoir tous mes besoins. exactement. Ah, putain. Et Et elle décroche pas de l'isio 4. Et bien entendu, ce qu'on apprend assez rapidement, c'est que les fameux oméga 3 qu'on trouve dans l'huile de lin, bah, c'est des oméga 3 pas utilisables par le corps. Il n'y a que 4% qu'on arrive à utiliser. C'est une forme qui est A et là, alors qu'on a besoin de PA et de DHA. C'est dommage, hein? Et ça, c'est le marketing, effectivement, qui vient nous expliquer que renforcer aux oméga 3, si, 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 regardez, on a vu, il y a plein d'ALA dedans. Et donc là, l'ALA fait partie de ces huiles végétales toxiques. Ouais, 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 c'est bien le problème, c'est que en fait, ils font pas la distinction, ils disent oméga 3, et en fait, on te dit oui, il faut le bon équilibre entre oméga 6, donc c'est l'acide lyoné, ah, j'arrive jamais à le dire, enfin, c'est l'acide, celui qui est inflammatoire, linoléique, un truc comme ça. Linélique, oui. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai réussi à le dire. Yes. Et les oméga 3, sauf qu'en fait, c'est sous-entendu oméga 3 EPA, c'est celle-ci qui est anti-inflammatoire. Hmm. Sauf qu'il n'y a pas d'EPA dans les végétaux, il n'y a que des ALA. Et Ouais. les ALA, alors il y en a qui se transforment en EPA et après en DHA, mais dans des quantités tellement ridicules que Oui, ça n'arrive pas finalement à faire l'équilibre qu'on cherche. oui. Oui. Bon, on en fera tout un sujet, je pense, la prochaine fois, enfin une prochaine fois. Mais retenez que si vous en avez dans la cuisine, le mieux c'est de les mettre à la poubelle tout de suite, parce que c'est un vrai danger pour vous, pour votre santé. Et puis ben, quand vous allez au restaurant, en tant que carnivore, c'est un problème parce que maintenant, les viandes sont faites dans l'huile, je ne sais pas pourquoi. Et J'avais pas pensé à ça en plus quand je vais au Parce que c'est restaurant. moins cher. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. ouais, Parce facile. que le beurre aujourd'hui coûte une blinde. Moi, les restaurateurs, ils me l'ont dit, hein. Ça coûte Ouais. une blinde de faire au beurre. Ça C'est coûte vrai une qu'ils doivent blinde d'utiliser graisser de la vraie crème. Donc on leur Ça plaque préfère, coûte. avec de l'huile, putain, j'avais pas on pensé à ça. préfère euh, empoisonner ses clients. Alors, C'est vrai. l'excellent exemple sur ce sujet, hein, c'est McDonald's. McDonald's, jusqu'en 1980, faisait ses frites dans la graisse de bœuf. Et depuis 1980, eh ben, ils la font dans de l'huile pure et propre et saine, hein, puisque l'huile végétale est saine. Donc voilà. Faut faut être conscient qu'on a un vrai sujet de santé publique qui explique une très grosse partie des accidents cardiaques, qui explique l'obésité, qui explique aussi très clairement les questions
de diabète. Et euh, bref, à elle toute seule, on a un bon sujet déjà là-dessus. Alors, je vais passer au troisième sujet qu'on doit aborder. C'est une question qui était posée dans le groupe sur le cortisol. Donc, c'est que je me retourne dessus, que je retourne dessus. Pam, pam, pam. Je suis sur un groupe d'alimentation ancestrale, donc il y a un peu de tout, y compris des carnivores, mais aussi pas mal de novices. Quelqu'un qui a été carnivore pendant un temps et qui s'y connaît très bien en nutrition parlait des désagréments qui pouvaient être provoqués par le carnivore, à savoir une augmentation des hormones de stress et une chute de métabolisme. Alors, de ce que j'avais lu, le cortisol augmentait au début, puis finissait par se stabiliser. Qu'est-ce qui serait ce qui serait de même pour le métabolisme, donc? Quel est votre avis sur la question? Pour parler du cortisol, j'ai souvent entendu que nos ancêtres étaient en effet en cétose la large majorité du temps et que maintenant, avec nos modes de vie, stress chronique notamment, on avait besoin d'abaisser nos niveaux de cortisol, la cétose étant apparemment de base stressante pour le corps, et donc d'avoir recours aux glucides. J'ai plusieurs arguments contre ça, mais j'aimerais connaître les vôtres. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Ah bah moi j'ai répondu. Oui, vous avez répondu tous les deux. Ouais, j'ai fait une grosse réponse. Moi j'ai fait une réponse succincte, mais qui disait ce que j'en pensais. Oui, Moi, donc ouais, déjà, quand tu me dis que tu t'y connais en nutrition, déjà rien qu'aujourd'hui, s'y connaître en nutrition, j'ai juste envie de dire, c'est du fake. Parce que exactement. c'est connaître quoi? Connaître quoi? Ce qu'on t'a appris, bah déjà, t'es complètement à côté de la plaque. Et puis après, s'y connaître aujourd'hui, ça veut dire quoi? Et mon intime conviction, dans l'état actuel des choses, où on en est entre les réalités, entre guillemets, nutritionnelles et ce qui est promu, je sais pas si ça se dit, par la Mhm. société, Ouais. déjà, enfin, c'est tellement une aberration que déjà, vaut mieux pas s'y connaître et faire les choses, j'ai envie de dire, à l'expérience et à l'instinct. Hein. Parce que s'y connaître aujourd'hui, c'est se foutre en danger, hein, très clairement. Hein. Non, mais je suis totalement d'accord. De toute façon, Donc quelqu'un qui s'y on meurt connaît, déjà, avance à tâtons. Ouais. je fuis les quatre fers en avant, quoi. Mhm. Good point. Ira? Non, mais je suis totalement d'accord avec Sophie. Finalement, finalement, moi, quand j'ai commencé le carnivore, ce qui était perturbant, c'est qu'à chaque fois que j'apprenais un truc, c'était totalement différent de ce qu'on m'avait appris avant. Ouais. Donc franchement, au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de vrai? Qu'est-ce que je connais en fait? En fait, je connaissais rien. Mhm. Tout ce que tu apprends sur les calories, c'est des bêtises, sur le sel, c'est des bêtises, sur le cholestérol, c'est des bêtises, sur les graisses saturées, c'est des bêtises, sur les fruits et légumes, c'est des bêtises. Tout est des bêtises. Et en fait, quand tu creuses, tu regardes ce que disent les médecins, etc. Parce qu'au début, je me dis, bon, c'est pas des médecins, ils peuvent dire des bêtises. Alors, après, je cherche, ah oui, il y a quand même des personnes intelligentes qui disent des choses intelligentes aussi. Donc, au final, en fait, je pense que la science nutritionnelle est beaucoup moins avancée que ce que les gens peuvent penser. Et en fait, on avance à tâtons. Et il y a des personnes qui essaient vraiment de chercher et qui avancent justement à tâtons. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent savoir, alors qu'en fait, ils sont encore très, très loin. Tous les nutritionnistes qu'on que je croise en général sont vraiment totalement à la ramasse. Hein. Ils parlent de calories déjà tout le temps, c'est une catastrophe. Mhm. Mhm. Et il y a quand même quelqu'un qui se pose des questions et qui, tu vois, quand même, que ça commence à vaciller, mais ils sont quand même pas nombreux. Hein. Oui, non, mais alors, la nutrition en France, c'est principalement deux choses. C'est des BTS. Donc, BTS, je rappelle, c'est un niveau bac plus 2. Donc, c'est pas des scientifiques. C'est des gens qui ont appris un catéchisme et qui sont là pour le répliquer. En gros, ce qu'on leur demande, c'est d'être les responsables chargés de certifier qu'il y a bien suffisamment de nutriments pour les clients dans les cantines collectives. Je le fais rapide, mais en fait, ce type de BTS, le BTS diététicien, c'est une machine à fabriquer des employés pour Elior, Sodexo et ses frères. Donc en gros, du coup, on a des règles qu'on applique. Il faut minimum tant de légumes, tant de machins, tant de trucs, etc. Et c'est ça qu'on leur a appris en fait. Donc c'est vraiment du brainwashing. Ils ont un niveau de physiologie qui est proche
du niveau de la Terre et euh, ils comprennent pas grand-chose de ce qu'ils disent, mais ils y croient mordicus puisqu'ils ont été piqués à ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en France, il faut avoir au minimum ce diplôme pour se prétendre diététicien et donc pouvoir aider des gens dans leur quête de manger mieux. Ce qui est encore une fois hallucinant, quoi. C'est une espèce de, c'est cette façon de la société de mettre les gens avec des étiquettes et qui vous C'est un permettent monopole. enfin de C'est faire un des choses. monopole sur la santé. Et exactement, c'est un monopole. Et c'est d'autant plus un monopole qu'en fait, c'est pas le BTS qui te permet de faire ça, c'est le fait que tu es membre d'une société de diététiciens et que Ouais, tu puis s'ils déraillent, bah, ils ont plus le droit d'exercer. et que tu respectes les guidance qui sont donnés par l'autorité de santé. Donc là, on en revient à finalement la source de tout ça, c'est l'autorité de santé. Et donc des médecins. Alors les médecins nutritionnistes, ce sont des médecins qui ont fait donc leurs 8 à 12 années d'études et qui ont ajouté un an d'un diplôme universitaire, un DU, que j'ai fait. Alors, je vais pas en dire du mal. D'abord, je l'ai eu juste. Ça m'intéressait tellement que j'ai juste au niveau qu'il fallait pour l'avoir. Mais en gros, c'est 4 heures par semaine pendant un an. Donc, c'est pas un lourd niveau d'études. Et c'est pour autant 30 fois plus que ce qu'ils ont vu quand ils étaient médecins, dans les études de médecine. Là, j'ai une question. Oui. Quelles sont les conditions d'acceptation, enfin, d'admission pour ça? Parce que finalement, toi, t'es pas médecin, il me semble. Non, 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 je suis pas médecin N'importe qui peut s'inscrire à ce DU? et c'est ouvert à toute personne motivée. Ah, intéressant ça. Et c'est en plus c'est fait en Zoom ces temps-ci, donc Et du coup, est-ce que tu peux te dire nutritionniste quand t'as passé non, ça, même sans être médecin? Non, il faut que tu sois non, médecin plus ça. D'accord. voilà. Et du coup, il sert à quoi à ceux qui sont pas En médecins? fait, il y a le titre de diététicien que j'ai décrit avant et le titre de médecin nutritionniste, mais c'est les Oui, deux ça, trucs que tu peux utiliser. ouais, Donc, ça je sais, ouais. Et médecin, du dans coup, ce cas, médecin ceux nutritionniste, qui passent le DU sans être médecin, et il sert ben à quoi? ça ne te à rien. Moi, ça m'a servi à voir à quel point c'était effarant le niveau de nutrition dans l'université de médecine. Et ce qu'il faut ajouter aussi, ce que t'as pas dit, c'est que par contre, pendant leurs études de médecine, ils apprennent rien du tout sur la nutrition. Par exemple, peut-être C'est 8 ça, heures de cours, ils ont rien du tout. ils ont 4 heures de cours sur le sujet. Ouais, voilà, sur leurs 8 ans de cours. Et Ouais. il y a plein de médecins qui le répètent ça. Ils apprennent absolument rien. On leur apprend la physiologie, Ouais. on leur apprend un symptôme, un médicament, mais on leur apprend pas et la nourriture finalement. C'est quand même vachement. Enfin, franchement, c'est grâce à la nourriture qui nous constitue quand même. Je veux dire, on passe de l'état de spermatozoïde à une personne adulte Mm. grâce à la nourriture. Mais Mm. ça, ils en tiennent même pas compte. C'est ça qui est aberrant, quoi. Non, non, c'est sorti du scope. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant parce que donc le DU que j'ai fait était dirigé par le spécialiste de nutrition de l'université, de cette université parisienne. Et enfin, son métier, c'est endocrino. Donc, il traite des gamins qui sont en obésité à 16, 17, 18 ans. Et ils ne croient pas qu'on puisse les sortir de l'obésité par leur régime alimentaire. En gros, on a tout essayé, il n'y a rien qui marche. Au final, le seul truc auquel ils croient un peu, la chirurgie bariatrique. Ah putain, je m'attendais à ce que tu le dises. C'est Et, comme fait penser et- au documentaire Arte là, que j'avais vu il y a pas longtemps. Il commençait bien, il parlait de la leptine, etc. Puis à la fin, si vous avez plus de 30 kilos à perdre, de toute manière, il n'y a que la chirurgie bariatrique qui est efficace. Non, mais n'importe quoi. et ce qui est fascinant, c'est que ce qu'on apprend à cette occasion, chaque année, 60 000 personnes subissent une chirurgie bariatrique. 60 000 personnes. 60 000 personnes qu'on va amputer d'une partie de leur estomac, qui ne retrouveront jamais. Ils ne retrouveront jamais la capacité à absorber les vitamines B12. Ils ne retrouveront jamais la capacité à digérer correctement les protéines, etc., etc. Ils vont en perdre du poids en s'affamant parce qu'ils n'arriveront plus à se remplir l'estomac pendant un certain temps. Et voilà. Et c'est Ouais, tout. non, mais
En plus, bah, Ils justement, vont en fait, développer leurs troubles du comportement alimentaire parce qu'ils vont trouver tous les moyens stratégiques pour assouvir leur problème qui n'est pas réglé, c'est-à-dire leur addiction au sucre. c'est Et ils ça. vont tout reprendre. Ils vont tout. Et en tout reprendre. Oui, bah, c'est exactement ce que j'explique dans mon livre. J'en ai fait un chapitre entier à la fin parce que ça m'énerve tellement. Mhm. Euh, Justement, par exemple, on a l'exemple de la personne de son groupe qui nous disait qu'elle faisait, je crois, 150 kilos, qu'elle avait perdu 10 kilos, et finalement elle se remet à prendre du poids. Franchement, elle s'est fait mutiler. Mhm. Tout ça pourquoi? Finalement, ce que c'est que les chirurgies bariatriques, c'est tout simplement un régime hypocalorique par voie chirurgicale. Et qu'est-ce Ouais. qui se passe dans un régime hypocalorique? Tu perds pendant un temps et tu reprends à la fin. Sauf que là, tu n'as plus l'estomac pour pouvoir après changer les choses. C'est une Mhm. catastrophe. Ouais. C'est moi ça me révulse. C'est Comme toute ablation, hein, c'est un truc définitif, hein, donc on a intérêt à avoir bien réfléchi avant. ouais. Et encore, lui, il est pas peut-être que les bypass. Dans certains cas, tu peux. Encore faut-il trouver un chirurgien pour le faire. Et ça, c'est compliqué aussi. Ouais. Et il faut voir aussi le comportement des chirurgiens. Ouais. T'as ma sœur qui est allée voir un chirurgien à Nantes. Alors, je dirais pas lequel, hein, parce que bon, je vais pas taper dessus non plus. Hein. Hein. Il lui demandé, parce qu'en fait, elle voulait surtout y aller pour se rassurer, parce qu'elle a un peu peur quand même de la chirurgie, on va quand même te découper un organe. Ouais. Et elle a demandé quels sont les risques. Hein. Et le chirurgien, mais de toute manière, vous allez mourir, là, vous êtes obèse. Hein. En fait, franchement, pour moi, et d'ailleurs, je l'ai mis comme ça dans le bouquin, c'est en Écoute, gros, tu as raison. ferme-la, allonge-toi Hein. que je te découpe, hein, parce que Écoute, tu as c'est- raison. Tu as raison. on n'a rien à faire des risques, en fait. Et justement, pourquoi ils prennent des personnes qui sont toujours en obésité morbide? Bon, pour moi, c'est clair, hein. C'est comme ça, si la personne, elle meurt après, ils pourront dire, ah, mais c'était pas notre faute, c'était à cause de l'obésité morbide. Ouais. Mais tu as tout à fait raison Une de catastrophe, hein. parler. Parce que Enfin, ça m'énerve. effectivement, ça décrit très très bien la façon de d'agir des professeurs d'hôpital qui euh, fonctionnent par la peur. Donc leur façon d'amener leurs clients leurs patients à suivre leurs recommandations, c'est de les terrifier. Ouais, comme ça, ils sont sûrs qu'ils ont sauvé. C'est Voilà. génial. Et, On t'a et, mutilé, mais c'était pour ton bien. Et donc, le, le- 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 le médecin, donc je parlais, le professeur dont je parlais tout à l'heure, je l'ai entendu hurler sur des patients en leur expliquant qu'à ce rythme-là, ils allaient mourir, etc. Et ce qui est fascinant, c'est que en fait, ça dénote l'idée qu'ils ont que finalement, ils sont face à des gens qui sont des larves qui sont pas capables d'avoir C'est exactement suffisamment pareil de avec ma sœur. euh, Il a fait pas le pour... même coup. Pardon? Il lui a dit, il a fait le même coup avec ma sœur. C'était, de toute manière, en gros, c'était de sa faute si elle était obèse, quoi. Ah oui, Elle sait pas se contrôler, elle se bouge évidemment. pas. À un moment donné, ouais, je crois même qu'il lui a dit comme ça, il fallait se bouger, Ouais, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. et non mais, C'est exactement ça. et C'est leur croyance profonde. Mais ah oui, c'est c'est sûr qu'il y croit. intéressant Hein. parce que, si tu veux, c'est une croyance courante, hein. Tu demandes autour de toi dans la rue, les gens pensent que les gros sont des gens qui manquent tout simplement de volonté. Ouais, je sais, bah, je Hein? sais. Tu Dans vas mon faire livre, j'arrête pas de dire que c'est des bêtises. Et putain, le pire, c'est que les gros eux-mêmes, parce que moi je l'ai été, hein, je Mais peux le bien dire, sûr, hein, les gros eux-mêmes pensent que c'est de leur faute. mais bien sûr. Au bout d'un moment, ils se disent, bon, bah, c'est parce que je bouge pas assez, etc. Alors que Mais, quand tu regardes, les gros, souvent, c'est ceux qui mangent le moins. Parce que mais justement, ils sont en train de s'affamer tout continuellement. Ceux qui non font le plus de sport, seulement parce qu'ils essaient, mais ils n'y arrivent pas. Mais non seulement, mais en fait, ils ont fait tous les régimes de la Terre et ils sont allés dans ces régimes bien plus loin que les autres et ça les a fait tomber encore plus dans l'obésité. Exactement, c'est ça. Et c'est marrant hein, parce que il y a ce fameux interview, enfin un de ces fameux interviews de Jordan Peterson avec une reporter, enfin une journaliste de JQ. Et la journaliste, tu vois, passe son temps à essayer de le coincer parce que ce serait un rêve pour tout journaliste de réussir à coincer Jordan Peterson. Et lui, c'est un type qui est bien, 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 bien au-dessus d'elle, très, très loin au-dessus. Mais bon, c'est mignon de l'avoir essayé. Et elle finit un peu agacée à lui dire, mais enfin, vous vous trompez jamais alors, c'est ça? Et lui dit, non, pas du tout. Moi, je change constamment d'opinion en permanence. Je réadapte à chaque fois en fonction de ce que j'apprends. Et il dit, mais c'est quoi la dernière fois que vous avez changé comme ça? Et il dit, ah, ça c'est une bonne question. Enfin, là, il avait une question qui... et il dit, voilà, pendant très longtemps, j'ai pensé
que l'obésité, c'était des gens qui manquaient de volonté. Et en fait, j'ai réalisé que c'était pas du tout le sujet. Et c'est très intéressant parce que, comme tu dis, non seulement c'est pas une question de volonté, non seulement tout le monde en est persuadé, mais les obèses en premier en sont persuadés. Ouais, bah, c'est exactement Et, ça. Moi, je faisais plein de régimes et je prenais quand même 2,5 kg par an en moyenne, hein. bien sûr. C'est ma mère, elle a fait forcément tous les régimes possibles. Elle a fait nutrition, Weight Ouais, Watchers. ouais, Je crois qu'elle a pas fait du végétarien, mais bon, tout de suite, elle a quand même diminué la viande vachement. Enfin, elle a tout essayé. Alors, par exemple, Weight Watchers, elle a perdu du poids, oui. hum, Elle a tout repris après, hein, avec un petit bonus qui va avec. bien sûr. Après, je dis pas que c'est Weight Watchers le problème, hein. C'est juste qu'ils font du hypocalorique comme tout le monde. Et le Ouais. problème, c'est que, bah, Oui, mais donc c'est Weight Watcher le problème, puisqu'ils oui, sont, enfin, que je veux dire, c'est que c'est ils pas essaient cette de faire entreprise elle-même qui est le coupable. Elle fait juste, elle fait que suivre, hein, elle fait que suivre les recommandations alimentaires hein, quand ils pensent, hein. C'est ça le Écoute, problème. écoute, Weight C'est le problème Watcher, général. ils sont au courant que ça marche pas. Ah oui, c'est Et vrai, ça fidélise le client, c'est certain, hein. Il regarde tout le non, temps. ils sont au courant que ça marche pas et ça fidélise pas le client puisque ça marche pas. Donc ils le gardent un certain temps et après c'est fini. Et, et quelque part, ils savent que ça ne marche pas et ils continuent à le vendre. Donc je pense qu'on est dans le domaine de la fraude. Maintenant, les gens sont des adultes, après tout, ils regardent, etc. Mais aujourd'hui, il y a moyen de maigrir pour des gens qui ont qui sont obèses. Tu en es une très bonne illustration. Ouais, Euh, parce que je rappelle, je faisais plus de 100 kilos. Je faisais du XXL en haut, du 50 en bas. Et je commençais déjà à avoir du mal à trouver des vêtements là. Mhm, Ma mère est en obésité morbide, ma sœur est en obésité morbide. Bon, moi, je n'étais pas encore en obésité morbide, mais ça commençait à venir. Je pense que c'est parce que j'étais un homme avec peut-être une masse musculaire plus importante qui fait que j'étais moins vite gros, mhm, mais j'y arrivais. Et là, en mangeant de la viande, en mangeant des fois, j'ai quand même, à un moment donné, j'avais quand même enregistré les calories, pas parce que je me fie aux calories, mais parce que j'enregistrais les aliments pour avoir les quantités. mhm, Et ça affiche toujours les calories sur cette appli. mhm, Et je voyais que je mangeais des fois 3 500 kilocalories. mhm, Sans faire de sport, je précise, parce que je suis très sédentaire et je voulais pas faire de sport pour voir si ça marchait sans faire de sport. mhm. Euh, bah, j'ai perdu 25 kilos et maintenant je suis à mon poids idéal. Je fais du M en haut, du 42 en bas, sans avoir fait du sport intensif comme on le fait. Alors qu'avant, j'ai essayé de faire du sport, ça marchait pas. Ou alors ça marchait un temps. J'ai essayé aussi de m'affamer comme un malade. Ça marchait pas. Aussi, ce que j'appelle aussi l'équilibre, enfin, ce qu'ils appellent, qui est vachement à la mode, qui m'énerve, c'est le rééquilibrage alimentaire. Rééquilibrage alimentaire, faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est de l'hypocalorique. On te dit Mhm, que tu manges pas d'hypocalorique, mais si c'est de l'hypocalorique, tu t'affames quand tu regardes les assiettes des gens. mhm. Donc tu as perdu 25 kilos, tu as mangé au-delà de ce que tout le monde te dit qu'il faut manger, c'est-à-dire Ouais. Et pourtant, j'ai perdu du poids. 3 4 000 kilocalories, Et mes analyses sanguines sont nickel. Mon foie s'est amélioré, mes reins sont améliorés, mon bilan lipidique s'est amélioré, tout s'est amélioré. D'ailleurs, j'ai tout publié tout ça dans mon livre, hein. Je mets les publications, mes analyses sanguines, hein. J'ai pas les vitamines aussi, les minéraux aussi. Au bout de 2 ans, je suis pas mort, hein. Et j'ai perdu tout mon poids. Et ma mère, là, qui a commencé il y a un an, elle a perdu 30 kilos. Et pareil, elle s'affame pas, hein. Elle mange à satiété. Ouais. Donc, Donc, sans s'affamer, on peut lutter contre voilà. l'obésité. Il suffit d'arrêter d'être sur des régimes à base de glucides et à base du végétal. Et en faisant ça, tout simplement, on reprend un poids normal. Et c'est Voilà. intéressant parce que ce poids normal, en fait, il est plus élevé que ce qu'on pense. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que je stagne plutôt à 77, plutôt que je pensais plutôt à 74, mais là, j'ai l'impression que ça a un peu plus de mal à descendre, mais bon, après, je suis Mais- bien, hein. non, mais en fait, c'est parce qu'on fait du muscle. Ouais, je pense qu'il y a ça. Moi, j'ai pris, depuis que je suis passé depuis que je suis passé en carnivore, j'étais avant en cétogène, donc j'étais au plus bas de mon poids depuis que je suis un jeune adulte. C'est-à-dire que j'étais à 66 kilos. Et je suis maintenant à 74 75. Et c'est uniquement de la masse musculaire, enfin, uniquement 80% de masse musculaire. Donc, sans faire de sport au départ, mais en fait, j'en fais parce que, enfin, j'en fais, j'ai envie de bouger maintenant, quoi. C'est pas, je fais parce qu'il faut en faire, quoi. C'est, j'ai envie d'en faire. Donc, c'est un vrai, vrai sujet, hein, Et ben c'est ça, maintenant, j'ai envie de. Enfin, voilà, j'en ai pas encore fait là parce que je suis très très occupé. mm, J'ai
Mais justement, moi, j'ai comme projet justement maintenant de faire du sport. Parce que, puis en plus, c'est démoralisant. Par exemple, si tu veux faire de la musculation alors que t'as 10 centimètres de gras devant ton ventre, tu vois pas les résultats. Et puis en plus, tu dois la soulever en plus sous ce poids. Il y en a qui se mettent à faire de la course à pied alors qu'ils sont en obésité, mais ils se déglinguent les Ah articulations. oui, 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 C'est oui. n'importe quoi. Ouais. Ah, ma Oui, mère, elle faisait de la marche rapide on pour leur a dit pas que se c'était déglinguer aussi les pour informations. longtemps, hein. Donc, moi, On au bout d'un leur a moment, dit, j'avais acheté regarde, un vélo elliptique, mais c'est une torture hein, quand t'es obèse, hein. on leur a dit, regarde les marathoniens, ils sont tout fins, donc si tu fais du marathon, tu vas être tout fin. Ouais, mais après, il faut regarder aussi souvent comme je dis souvent, on dit souvent les sportifs, ils sont minces, etc. Bon, déjà, ils le font pas au même niveau. Je veux dire, tout le monde n'a pas la possibilité de faire 8 heures de sport par jour, hein. Et ensuite, souvent, ils sont jeunes. C'est-à-dire que la résistance à l'insuline, etc., ils l'ont peut-être pas encore, sous ce dérèglement hormonal. Faut voir ce qu'ils sont à 50 ans après avoir arrêté le sport, hein. Souvent, ils sont comme nous, hein. Mhm. Donc, faire gaffe, hein. Le sport, ça, c'est très bon pour la santé, mais si à côté de ça, tu as un régime qui te flingue, ça va faire que retarder l'inévitable. Oui, en fait, ça masque ce qu'on Et les observe, sumo, ça par exemple, masque. on dit souvent qu'ils sont en très bonne santé. Ouais, tant qu'ils sont en carrière. Ouais. Dès que c'est terminé, ils ont les mêmes problèmes, hein. Ils ont aussi le Et diabète, etc. le grand exemple on évoquait tout à l'heure, c'est Tim Noakes. Tim Noakes qui est un professeur de médecine sud-africain et qui est un des grands spécialistes mondiaux de la nutrition des sportifs. Et il est aussi un des principaux promoteurs du cétogène, mais pour lui, ça a été un chemin de Damas. C'est-à-dire qu'il a fait une conversion. Ce qu'il a vendu pendant toute sa carrière, c'était pour les sportifs, il faut se gaver de glucose. Et en fait, il s'est aperçu que bah non, mais pas du tout. Et lui, à 60 ans, lui qui est marathonien, il s'est aperçu qu'il était diabétique. Et là, ça a été un choc pour lui parce que ben, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai vraiment bien fait tout ce qu'il fallait. Et je suis sportif, etc. Et en fait, eh ben, il a réalisé que, il fallait passer en cétogène et il est devenu un des principaux promoteurs du cétogène dans le monde. C'est très intéressant. En passant en cétogène, lui qui courait depuis tout le temps et qui avait 60 ans, il a retrouvé ses performances, les performances qu'il avait à 40 ans. C'est incroyable. Et donc, ce que ça implique, c'est que il était passé à côté de performances énormes à 40 ans qu'il aurait dû avoir en n'étant pas en étant en cétogène. Et Parce ça, qu'on a d'ailleurs, vachement plus c'est... d'énergie en carnivore, hein. Enfin, cétogène, mais aussi en carnivore. Hmm. Parce que, ouais, je le remarque, hein, Bon, déjà, plus avec le temps, on le remarque pas, mais en fait, en mangeant des glucides, on a plein de petits bobos, enfin, de petits problèmes qui s'accumulent. Moi, j'avais des brûlures d'estomac, j'avais commencé à avoir des douleurs articulaires, etc., à 30 ans. Hmm. Mais en fait, on les remarque pas parce que on considère que c'est avec l'âge, tu vois, ça s'accumule au fur et à mesure. Et en carnivore, déjà, tu as tous ces problèmes qui s'enlèvent. Bah, du coup, quand t'as plus mal au poignet, quand t'as plus mal aux jambes, etc., bah, tu fais plus facilement de l'activité, quoi. Tu te bouges plus. Et puis, Hmm. t'as plus d'énergie tout à coup. Et en plus, tu nourris ton corps de manière optimale. Et t'as pas tous ces pics d'insuline qui te crèvent ou t'as du pouce d'un côté, tu te crèves après. Donc, non, franchement, c'est vachement bien, hein. Je revis depuis 2 ans, hein. Ouais. Bon, écoutez, on va conclure là-dessus. On reparlera des questions de cortisol, mais je voudrais qu'on prenne le temps de le faire, donc on ne le fasse pas maintenant. Et on parlera du cycling, donc du fait d'introduire du carbs un peu plus tard. Les gens qui mettent un cheat day, parce que globalement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais Et qui est fait super fréquemment, en fait, hein. oui, 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 il y a beaucoup de gens qui le font en se disant, bah non, mais ce Mm. qui est important, c'est ce que je prends d'habitude, et puis si je me fais plaisir un jour, c'est génial, je me fais plaisir. Ouais, non, Donc c'est très nocif, ça. voilà, il y a plein de sujets là-dessus. Il y a le sujet de l'impact que ça a sur notre corps, le sujet de l'impact que ça a sur notre psyché, l'impact que ça a sur notre adaptation au cétogène. Donc c'est vraiment un truc qui est mauvais pour tout le monde, mais il faut qu'on prenne le temps de bien en parler. Je voulais juste rappeler que semaine prochaine, donc le 21, on va visiter, pour ceux qui sont dispo, du côté du Mans, la ferme dans laquelle j'ai des vaches qui sont élevées
qui sont élevées en élevage, en pâturage dynamique tournant. Donc, c'est les vaches qui sont derrière moi, là, qui sont toutes les unes sur les autres sur une même parcelle qui change chaque jour. Donc, en fait, on fait en sorte qu'elles finissent vraiment tout ce qu'il y a sur la parcelle avant de les bouger. Et donc, elles ont comme ça la journée pour tout finir et elles ne viennent pas restresser l'herbe avant une vingtaine de jours. Et donc, ça, ce sera samedi prochain. Donc, on se retrouve à 10 heures du matin là-bas. On fait une petite visite dans les champs. Donc, pensez à prendre vos bottes de, de, pour marcher dans l'herbe. Je ne sais pas s'il fera beau. Donc, pensez à vous enfin, un kawaii le cas échéant. Et puis, on enchaînera sur un barbecue avec les bonnes viandes qui sont faites par ces braves bêtes. Et voilà. Donc c'est une petite visite sympa. Et ça Euh, durait combien de temps? Enfin, de quelle heure à quelle heure, du coup? 10 heures à 15 heures, je pense. Tu vois, la fin jusqu'à la fin euh, du, euh, du barbecue. D'accord. Ouais, je vais voir si je peux venir. Je sais pas. Le problème, c'est que moi, je suis Bon, inscrit à une prépa, là, donc pour passer un et concours si tu peux A+, pas, c'est pas. Mais c'est qu'ils le font le samedi, donc. ouais, écoute, si tu peux venir, c'est très bien. C'est intéressant. J'ai pas encore confirmé la date, mais a priori, l'idée c'était le euh, 26 octobre. Là, on découperait une vache avec un boucher. Donc, c'est tout l'intérêt de voir les différentes parties Ah, qu'on trouve. ça m'intéresse, ça. Et Ce serait oui, quel jour? le 26 octobre, a priori, sous réserve, sous réserve de confirmation. Ah, ça serait bon, je pense. Là, ça Voilà. serait bon. Voilà. Donc, ce qu'on fait en général, c'est on se retrouve. Alors, il faut là avoir des vêtements chauds parce que ça se fait en atmosphère à 3 ou 4 degrés, à 4 degrés, je crois. Donc, c'est- on sent le froid hein, au bout d'un moment. Et après ça, vous pouvez acheter ce que vous voulez comme viande en passage. Et puis, on se retrouve chez moi pour partager justement de la viande qu'on vient de découper. Donc, voilà. La dernière fois, j'avais fait une sorte de tartare. C'était particulier. Je vais essayer de faire mieux. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et donc, j'avais proposé de faire le lendemain, enfin dimanche prochain, de faire un déjeuner, mais en fait, ça tombe mal. Je vais avoir du monde à la maison. Donc, si on fait un déjeuner, en attendant celui qu'on fera le 26, ce sera probablement dans les 2 premiers week-ends d'octobre, le 5 ou le 12. Enfin, je vous tiendrai au courant. Donc ça, c'est voilà. Et puis donc la prochaine réunion sera le mardi 24. Donc ce sera pas dimanche prochain, mais on va faire mardi soir à 19 heures. Ça, c'est pour ceux qui peuvent pas le dimanche. Donc du coup, il faut bouger un peu de temps en temps, quoi. Donc ça permettra probablement à Loïse de nous rejoindre et elle nous parlera de ces super recettes qu'elle met en permanence en compétition avec Sophie sur Insta. Compétition Ah ouais, cool. ouais, ouais, mais une compétition quand même. Oh, non, 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 non. On peut pas dire ça. Bon, c'est cool. Bon, merci à tous les trois de m'avoir accompagné dans cette présentation. Donc, je vais télécharger ça sur YouTube. Sophie fera probablement un résumé des différents points que je mettrai en description.
Et puis je mettrai donc dedans le lien vers le livre d'Hydra et le lien vers l'article et le blog de Sophie. Donc vous aurez de quoi faire. Bonne fin de journée Merci, bonne soirée. et à très bientôt. Merci. Merci Jean-Christophe. J'avais juste une petite question pour Hydra. Oui, Tu disais que tu utilisais du Ligol, là, mais est-ce que c'est du 2%, du 5%? Il y a le plusieurs sortes, 5%, là. ouais. En Ouais, fait, peux-tu t'as, prendre... t'as 5% de diode et 10% de d'iodure de potassium, quelque chose comme ça. OK. En Puis fait, c'est ça, 15 en tu fait au fais- final. Mais après, je le prends, mais honnêtement, là, je crois que je vais arrêter. Je vais peut-être changer pour du iodix qui est solide. Parce que Ah oui? en fait, ça a un goût vachement fort. Alors au début, ça me gênait pas, mais au bout d'un moment, je crois que je commence à devenir totalement. Enfin, ça commence à devenir embêtant, quoi. Ouais, moi Le je, Ligol? Tu mettais dans l'eau, il faudra peut-être que je mette dans l'eau, je sais pas. Ouais, du Lugol, ouais. ouais, moi je Le mets, Moi, Ligol, je mets c'est dans l'eau fort. pétillante. moi je le Ah, mets peut-être dans dans l'eau l'eau pétillante, faudrait que pétillante. j'essaye. Je le mets dans l'eau pétillante avec deux grosses pincées de gros sel et je mets une goutte pour un demi-litre, une fois par jour. OK, mais Parce c'est que lequel que je tu prenais mets? 10 Tu gouttes, mets moi. le On Lugol, risque, c'est comme ça? j'ai une carence. C'est le Lugol 5. Ah, le Lugol 5. OK, parfait. Je Moi, vais je acheter prenais 10 ça. gouttes pour essayer de rattraper la carence que j'ai Ouais, mais depuis même avant que je commence le carnivore, hein. Donc, c'est probablement ça qui fait que c'est un peu trop fort. ouais, c'est pour ça, ouais. Bah, je pense que s'il y a qu'une goutte, ça ne ferait rien, mais Non, je pense déjà, que Moi, j'en prends 6. Et pour que ça passe bien, c'est l'eau pétillante fraîche, sinon c'est infâme. Mais dans de l'eau pétillante fraîche, en fait, je le bois quasiment cul sec et avec les bulles, ça fait diversion. et tu mets quelle quantité d'eau pétillante Mais en pour fait, quelle tu vois, quantité? enfin, un verre normal, enfin, moi, ils sont peut-être un peu larges. Ouais, Ce que j'ai, c'est un peu 25-30 plus peut-être, ouais. ce qui en France serait un verre à Porto. Je veux dire, je mets 3 centimètres d'eau pétillante. Toi, je mets mes 6 gouttes. Je mets pas trop parce que je veux pas avoir trop à boire. Donc, Ouais. je mets mes 6 gouttes, je mets de l'eau pétillante fraîche et je bois ça quasiment cul sec. Et qu'en fait, comme ça me pique dans le nez, machin, je sens pas trop le goût, en fait. Je m'étais acheté un petit shot juste pour l'iode. J'avais mis justement mes 10 gouttes, je mettais un peu d'eau dedans, hop. Mais vraiment, du non, coup, moi, c'est je un pense truc que, hyper concentré, quoi. non, mais je Ah pense que ouais, non, mais toi, c'est trop concentré. ça, c'est pas une bonne chose, parce que ça abîme surtout le passage. Ouais, ouais. Non, moi, je mets Ouais, bah, pas je vais moins essayer du coup de avec. mes 3 centimètres pour que ça dilue parce que sinon, c'est trop fort. Ouais, bah, je vais essayer dans ce cas. Et moi je dilue dans un demi-litre, hein, donc, et du coup, Une goutte dans un demi-litre? Ah, tu dois me une le goutte dans sentir, là, un c'est demi-litre. sûr. Je suis allé jusqu'à 5 gouttes, mais j'ai réduit. Et moi, ce que je veux, c'est surtout remonter, quoi. Non, et puis ton demi-litre, tu le bois sur combien de temps? Moi, tu sais, je bois 3 verres comme ça à la journée, donc je le bois sur une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais du coup, ton iode, elle se... Oui, Non, non, ça sublime. ça Ouais. sublime au contact de la chaleur, mais pas dans l'eau froide. À température ambiante? Ah, par contre, si elle est encore froide, ça va, mais Oui, température ça, mais ambiante. moi, c'est l'eau qui sort du frigo, c'est l'eau pétillante qui sort du frigo. Bon, bah, je vais m'acheter de l'eau pétillante rien que pour ça. Et pour le Ouais, sel aussi. essaye. Apparemment, c'est plus facile à boire de l'eau salée pétillante. Parce que honnêtement, de l'eau salée plate, j'y arrive pas. C'est Ah énorme. non, mais ça me fait vomir. Ouais, Ah, pareil. Faudrait que j'essaie avec le. T'as essayé du coup avec le pétillante, Sophie? Non, là, moi, du coup, la stratégie que j'ai, bah, c'est d'y diluer dans ma gourde, mais c'est avec de l'eau fraîche, toujours. Fraîche, la plus fraîche possible, sinon j'ai vraiment du mal à boire salé, quoi. Ok, il faut anesthésier son palais, quoi. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Après, je vais dire qu'avec le temps, j'ai tendance à m'habituer, donc j'y crains moins maintenant, mais au début, C'est vrai que je mange pas forcément très c'était à salé, vomir, donc hein. C'était à vomir, hein. Je pouvais pas, hein. L'eau, il y a probablement un besoin de se réhabituer. j'ai les chances. bon, en tout cas, bah, je vous remercie. Et Bah, je c'est t'en avec prie. plaisir. Et on se revoit très bientôt. Et à plus. Ça marche, bonne Merci. soirée. Bye. Ciao. Au revoir.